Un discours. Un discours. Je ne résume pas très bien, mais voilà, Merci. Bon, alors, on a le droit d'être ici, contrairement à la place Dauphine, pour des raisons qui m'échappent un peu. Visiblement, la préfecture de police, qui est juste là, et l'entrée principale de la cour d'appel de Paris sont moins en danger que les joueurs de pétanque de la place Dauphine. Et, en réalité, on voit bien que l'objectif, à travers cet arrêté d'interdiction, c'était simplement d'empêcher qu'il y ait une trop grande mobilisation au cours de l'audience et que les personnes qui étaient censées prendre la décision me concernant n'entendent pas trop les rumeurs d'une rue qui aurait pu les inquiéter ou leur faire comprendre que je n'étais pas seul. Et donc ça ne les dérangeait pas qu'on se retrouve, pour peu que ce ne soit pas visible et pour peu que ça n'ait pas de sens directement à l'égard de ce à quoi on était confronté. Donc nous voilà ici sans risque d'amende ou de matraque ou de gaz pour vous remercier une nouvelle fois et pour vous dire que on est dans une période où nous sommes face à un pouvoir si décadent qu'il est prêt à agiter les spectres de la guerre pour essayer de se maintenir en place et, à défaut de pouvoir se faire aimer, à travers la crainte, nous dominer, nous écraser et s'assurer de sa perpétuation. Et donc c'est des moments où ce sont des vies qui sont en jeu. Et tout à l'heure, quelqu'un me demandait si mon engagement en tant qu'avocat des victimes palestiniennes à la CPI, nous ne sommes que 10 dans le monde à le faire, tous faisant l'objet évidemment de menaces plus ou moins voilées. Je vous rappelle que le procureur et les juges de la CPI qui s'occupent de l'affaire palestinienne font l'objet de poursuites et de sanctions de la part des États-Unis. Certains ont même démissionné invoquant des raisons de santé, c'est dire le courage que ces gens ont dès le moment que les choses se corsent un peu. Le conflit palestinien fait partie en fait des raisons de cette situation, mais ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul parce qu'en réalité, on est dans un monde où les injustices s'accumulent et des personnes comme moi, avec bien des confrères et des personnes engagées, se retrouvent avec les bras trop courts par rapport à la charge que l'on doit porter pour essayer de compenser ces violences. Alors parfois, on y arrive au Sénégal avec la libération de 1600 prisonniers politiques, quoi qu'on puisse penser de ce qui s'est déroulé depuis, avec la protection d'un certain nombre de dissidents, de citoyens en France, à l'étranger, du Bénin jusqu'à évidemment les tréfonds de notre beau pays où nous sommes allés défendre des citoyens dont je retrouve ici certains qui faisaient l'objet de poursuites politiques. J'ai vu Valérie Minet qui était ici, je ne sais pas si vous vous souvenez de Valérie Minet à Saint-Omer, poursuivie, arrêtée à 6 h du matin parce qu'elle avait fait un post traitant d'ordure notre président de la République, placé en garde à vue, faisant l'objet de poursuites illégales. Nous avons... alors pourquoi est-ce qu'on fait peur? C'est pas seulement parce que la procédure saute après qu'on intervienne, mais c'est parce qu'on ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas là, et ce que j'ai fait derrière, c'est que j'ai porté plainte contre les procureurs qui avaient pris cette décision, contre les officiers de police judiciaire qui l'avaient validée. Et il y a des poursuites en cours. Il y a des poursuites en cours contre ces magistrats, contre ces fonctionnaires, qui ont, à travers Valérie Minet par exemple, je ne sais pas si elle est encore là, mais ça serait bien qu'elle vienne. Mais Valérie, peut-être nous dire un mot à ce sujet. On a découvert pendant cette procédure, et c'est pour ça peut-être que les avocats sont des points sensibles sur lesquels ils essayent d'appuyer pour les étouffer. La procédure nous a permis de découvrir qu'en réalité, elle faisait l'objet de poursuites parce qu'ils voulaient éviter que le mouvement des retraites, contre la réforme des retraites, prenne trop d'ampleur et qu'ils avaient ciblé les membres des mouvements sociaux qui avaient participé aux mouvements sociaux précédents, en l'occurrence Valérie était une figure des Gilets jaunes, il l'avait ciblé volontairement pour essayer d'éteindre le mouvement social avant qu'il naisse. Et donc quand vous vous retrouvez dans une situation où un magistrat fait usage des pouvoirs que lui donne le peuple, qu'il est censé utiliser en défense du peuple français, pour intimider en faisant exemple à travers une citoyenne, en prenant prétexte d'un post Facebook pour la poursuivre, on voit bien que l'enjeu dépasse à la fois le cas personnel de Valérie Minet et plus généralement celui du mouvement qui ponctuellement va être ciblé. Donc la question palestinienne, la question des politiques sanitaires, la question des Gilets jaunes, la question du Sénégal, la question aujourd'hui du Congo, de tant d'autres affaires, en fait, c'est un même ensemble qu'il faut qu'on réussisse à relier. Et pourquoi est-ce que la presse et les médias ne cherchent et ne cessent de tenter à créer des fractures et des divisions au sein de notre peuple? C'est pour s'assurer que cette coagulation n'intervienne pas, qu'on reste suffisamment isolé et fragmenté, et qu'en conséquence, il ne se voit pas tout simplement démolir par la puissance citoyenne qui se mettrait en branle dans la foulée. Et donc c'est à nous de tisser les liens, pas pour instrumentaliser les causes,
pas pour humilier, pas pour se distinguer, pas pour se faire beau, mais au contraire de façon aussi souterraine que possible pour faire que des gens se rendent compte, qu'ils sont similaires, qui font face aux mêmes difficultés, aux mêmes problématiques, et qui commencent à se parler plutôt que se détester par écran interposé. Cette force-là, en fait, et ce qu'on tente de porter aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez unique et qui leur fait, en l'occurrence, vraiment, vraiment peur. Et donc c'est très, très important, là encore, je l'ai dit tout à l'heure, mais la diversité des personnes qui sont ici et des raisons pour lesquelles elles sont ici, le fait qu'on pose des questions sur des causes et des engagements si différents, ça c'est une puissance dont vous n'imaginez même pas l'ampleur. Et la violence qui va se répercuter contre moi dans un premier temps, et puis si ça ne marche pas contre ces causes-là par ricochet, évidemment sera à la hauteur. Et il s'agit pour nous d'être non seulement solidaires, mais de préparer l'après. C'est pour ça qu'on a créé ce mouvement des ruches qui consiste en fait à se former, à se préparer à ce qu'un incident puisse arriver. Parce qu'un incident peut arriver de tout ordre. On peut vous piéger, on peut vous faire tomber, il peut vous arriver quelque chose et on ne peut pas dépendre d'une seule personne. Ce mode de fonctionnement qui est celui de nos ennemis, de nos adversaires, n'est pas acceptable, n'est pas tenable, n'est pas viable sur la durée, sans mécanisme de corruption et ainsi de suite. Et donc, nous avons une responsabilité collective. Nous devons faire corps et nous devons nous préparer à provoquer cette bascule. Et ce genre d'événement doit permettre que l'on se rencontre, que l'on se voit, que l'on se parle, que l'on découvre dans nos diversités les atouts que chacun peut avoir. Il y a des charpentiers, il y a des intellectuels, des juristes, il y a des citoyens journalistes, il y a des personnes en fait qui chacune peut s'embrancher et commencer à construire des collectifs qui vivent en dehors de leur système de pouvoir et qui puissent, le moment venu, si nous avons la chance et le miracle de reconnaître un mouvement comme celui des Gilets jaunes, eh bien cette fois peut-être de provoquer cette bascule dont nous avons été si près et qui a fini par manquer. Donc préparons-nous consciencieusement, ayons conscience aussi que c'est une affaire d'années. Ayons conscience que la politique de l'impulsion, qui est stimulée notamment par les réseaux sociaux, par les médias et ainsi de suite, est un piège dans lequel il nous précipite. Et qu'il va falloir qu'on mûrisse, qu'on prenne notre mal en patience, qu'on prenne soin de ceux qui sont en souffrance immédiate et qui ont besoin d'une attention, qui ont besoin de sortir des pièges et des étaux dans lesquels la société et son fonctionnement les ont placés, mais qu'il faut qu'on comprenne que ça prend du temps. Ça prend du temps non seulement de les faire tomber, mais de s'assurer que lorsqu'ils tombent, d'autres ne prennent pas la place pour répéter ce que nous avons subi. Et la seule façon de l'éviter, c'est de s'engager collectivement et de réfléchir au rôle que l'on aura chacun d'entre nous à jouer dans la société de demain. Et de faire des efforts pour, à côté de notre travail, à côté de notre vie familiale, à côté de notre vie sociale, commencer à réfléchir à la fonction et à ce qu'il nous faudra, nous, comme effort, mettre en œuvre pour arriver à être à la hauteur des espérances que nous aurons eues à l'égard de ce changement. Parce que si on provoque simplement une bascule, et une des situations que j'ai citées tout à l'heure est dans la situation actuelle, sans préparer l'après, en espérant simplement que de nouveaux maîtres viennent tout changer à notre place et que notre esprit critique suffise à leur donner un support pour qu'ils agissent de la sorte, eh bien nous allons tomber. Nous allons tomber dans des mains avariées qui vont se voir corrompues, qui vont se voir appropriées par des personnes qui, elles, au sein du Petit Paris notamment, ont des stratégies de captation des ressources et du pouvoir, et nous allons nous retrouver dans une perpétuation de l'existant. Et donc cette responsabilisation collective, ce travail de formation, d'engagement, il est fondamental et il est maintenant l'objectif premier. Parce que le 15 octobre, je serai peut-être radié. Et ce que je souhaite, c'est qu'il y ait parmi vous des futurs avocats, des élèves avocats, qui prennent le relais, si cela venait à arriver. Qui aient suffisamment bu à la source de cet engagement et de ceux qui m'avaient nourri avant moi, pour que le fait qu'une personne tombe ne suffise pas à faire s'effondrer un pan de notre lutte. Ça, c'est un aspect fondamental. Essayer de sauver ceux qui peuvent l'être, mais surtout s'assurer de la survie, de l'effort collectif que nous avons mis en œuvre. Parce que nous avons tous des fragilités, et il y a toujours la possibilité de tomber dans un piège. Pour intelligent que l'on puisse être, il y a toujours la possibilité à un moment donné de ne plus avoir la force de continuer à tenir. Et parmi nous, il y en a qui ont connu cette situation, il y en a qui ont réussi à la surpasser, il y en a qui au contraire sont encore pleins d'énergie, d'innocence, de naïveté. Il faut les y préparer aux chocs qu'ils vont connaître, à la violence que nous avons connue jusqu'ici, pour qu'ils ne s'effondrent pas à la première occasion, mais pour s'assurer que demain, ils puissent, encore une fois, se retrouver à nos côtés et éventuellement nous substituer. Donc j'aimerais donner la parole à Valérie Minet. J'aimerais aussi donner la parole à tous ceux qui avaient prévu de dire quelques mots pour vous remercier d'être là, mais surtout pour expliquer pourquoi ils sont venus. C'est particulièrement important pour moi.
Donc, moi, je remercie tout le monde qui